Oui, ça a créé un énorme choc dans toute l'Ukraine, cette frappe russe. Vous pensez que Poutine, on lui prêtait parfois ce type de calcul atroce, a pu ordonner cette frappe pour rappeler aux pays alliés de l'OTAN que c'est lui qui mène la danse? Je pense que ce n'est pas exclu, effectivement, même si Moscou a expliqué, comme ça vient d'être rappelé, que c'est parce que ce missile avait été intercepté par la défense antiaérienne ukrainienne qu'il avait dérivé de sa trajectoire et qu'il s'était retrouvé sur cet hôpital. Ce n'est pas la première fois que la Russie frappe des cibles civiles. Je pense qu'il y a le message envoyé à l'OTAN, c'est de dire vous perdez votre temps. C'est-à-dire que nous pouvons frapper à n'importe quel endroit de l'Ukraine, point 1. Point 2, nous n'avons pas de limite, c'est-à-dire que nous pouvons aussi bien cibler des objectifs civils que militaires, et que donc vous feriez mieux de vous mettre à la table des négociations. C'est d'un cynisme terrible, mais on est vraiment là dans le rapport de force pure, me semble-t-il. Est-ce que c'est judicieux à l'heure où l'Ukraine, à l'heure où Zelensky demande à corps et à cri des systèmes patriotes? Est-ce que c'était maintenant qu'il fallait faire ça, justement parce que vous voulez dire, ça motive les pays alliés d'accélérer leur aide militaire? Oui. Alors c'est vrai que ça a un caractère un peu paradoxal, mais c'est pas la première fois que la Russie fait ça. Donc effectivement, il y a une sorte de surenchère sur le thème même pas peur. Regardez, c'est ce que nous sommes capables de faire, c'est presque de la provocation. Et d'ailleurs, Joe Biden a, sans attendre la conférence de presse, a pris la parole hier à Washington dans le cadre de ce sommet qu'il a inauguré pour annoncer une aide militaire en matière de défense, la fameuse défense dont Kiev a manqué sans doute avant-hier. J'annonce aujourd'hui le don historique d'équipements de défense aérienne à l'Ukraine. Les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie fourniront à l'Ukraine des équipements pour 5 systèmes de défense aérienne stratégiques supplémentaires. Dans les mois à venir, les États-Unis et nos partenaires ont l'intention de fournir à l'Ukraine des dizaines de systèmes de défense aérienne tactiques supplémentaires. Voilà, Richard Verly. Oui, c'était attendu. C'est un besoin absolument évident de l'Ukraine qui n'arrête pas de le demander. Maintenant, est-ce que ce type de scène, on pourra l'éviter? La réponse est non, parce qu'on pourra protéger Kiev, on pourra éventuellement protéger Kharkiv, Dnipro. D'abord, il y aura des failles dans ces dispositifs et il restera énormément de villes ukrainiennes qui ont des hôpitaux qui seront exposés à des frappes de missiles. Donc ne nous leurrons pas, on pourra protéger des centres de décision, c'est très important dans une guerre, mais vu l'attitude de la Russie et la capacité de la Russie et la volonté de la Russie de mener une guerre totale, d'autres événements de ce genre, malheureusement, pourront se passer, sauf que ça ne sera pas à Kiev et qu'il n'y aura peut-être pas autant de caméras au moment où ça se passe. Quand même, pour venir au sommet de l'OTAN, une chose intéressante, je parlais de la Hongrie, qui est un pays aujourd'hui qui essaye de faire des transactions sur tout. Viktor Orban revient de Russie. Ça n'est pas absolument négligeable. Il était en Russie il y a peu de temps, il a rencontré Vladimir Poutine, il est donc le seul chef d'un État membre de l'OTAN à avoir... Il est allé dire quoi à Poutine? Bonne question. Il faut qu'on fasse la paix. Bonne question. Alors officiellement... Moi je vais œuvrer en Europe pour officiellement, il est allé tester Poutine sur la paix, quelle paix, l'urgence de la paix, mais ce sera quand même intéressant de voir, l'accueil que lui réservent les autres chefs d'État et de gouvernement. Est-ce qu'on va en quelque sorte l'ostraciser en lui faisant bien comprendre qu'il est allé trop loin? Ou est-ce qu'on va le débriefer et est-ce qu'il aura lui-même des informations à apporter? Je ne le sais pas, mais c'est un cas quand même tout à fait particulier. D'autant qu'il faut, pour compléter ce que dit Richard, rappeler que la Hongrie n'est pas seulement membre de l'OTAN depuis 1999, c'est aussi le pays qui préside l'Union européenne depuis le 1er juillet, parce que vous savez qu'il y a une présidence tournante tous les 6 mois. Donc c'est doublement important ce voyage par rapport à ces deux instances, OTAN et UE. Colonel, vous nous avez entendu, Joe Biden annonce donc davantage de défense aérienne. Richard dira ça protégera dans une certaine mesure, mais évidemment pas complètement. Alors en fait, si vous voulez, je reviendrai sur les analyses de la frappe russe. On a donné deux explications. L'explication des Russes disant qu'il y avait potentiellement un défaut technique ou lié notamment à l'action des Ukrainiens. Ça, les enquêtes le diront ou ne le diront pas. L'analyse en fait, d'une vision stratégique par les Russes de
on va dire de frappe de la terreur qui serait autorisée point à point par Vladimir Poutine. Je pense que ça se passe pas comme ça. Je pense pas que le président de la Russie vérifie la liste des cibles tous les soirs et qu'elle lui est présentée. En revanche, il peut arrêter ce genre de frappe, ça c'est sûr, et exiger, on va dire, un comportement éthique. En revanche, il y a aussi derrière une analyse tactique. On sait que les Ukrainiens ont justement des déficiences dans leur défense solaire, et quand les Russes frappent la ville de Kiev, ils forcent les Ukrainiens, ou le pouvoir politique ukrainien, à défendre la population civile au détriment des forces qui sont sur la ligne de front. Ou du moins, il les met devant ce choix-là. Et on est peut-être plus devant une problématique de ce type-là, avec un blanc-seing, comme l'a dit tout à l'heure Guillaume Roquette, de Vladimir Poutine, qui laisse ses unités militaires faire, voire leur donne des ordres globaux en la matière. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point concernant votre question, on va livrer des systèmes. Il ne faut pas oublier que derrière les systèmes, il faut livrer des munitions. Parce que les systèmes sans munitions, ça fait toujours des drones et des missiles russes qui arrivent à voler sans être atteints. Et donc, la question qui vient derrière les systèmes qu'il faut livrer, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est est-on capable de suivre en termes de volume de munitions dont les Ukrainiens ont besoin ? Donc oui, ce sont des questions importantes évidemment à identifier et à connaître. L'aide à l'Ukraine, vous le diriez, nous sommes le 10 juillet 2024. On a beaucoup dit qu'il fallait faire le gros dos jusqu'à la possible élection de Trump. On en est où de l'aide à l'Ukraine ? Ce qui est quand même sur le terrain, l'aide à l'Ukraine arrive, l'aide militaire, on parle d'aide militaire, notamment de munitions. Il y a eu des déclarations récentes de Volodymyr Zelensky pour se féliciter de l'arrivée des munitions. On peut donc imaginer que ça correspond à la réalité. Il y a les premiers, si je ne me trompe pas, les premiers F-16 qui ont été engagés et qui commencent à arriver. Il y a des pilotes en formation qui comptent dans différents pays européens. Donc, et puis par ailleurs, regardons ce qui se passe sur le terrain. La progression de l'armée russe qu'on pouvait redouter, le forcing, semble-t-il, il est bloqué pour le moment. Alors est-ce qu'il est bloqué par une volonté politique, peut-être de préparer une forme de négociation, ou est-ce qu'il est bloqué parce que militairement les Russes n'y arrivent pas ? On voit quand même que la situation a changé ces 3-4 dernières semaines. Pour faire le pont avec la politique, on va y revenir dans un instant. Guillaume Roquette, Emmanuel Macron, il arrive au sommet de l'OTAN en situation difficile, compliquée, ou ça ne comptera pas quand il sera face à ses homologues ? Je pense que d'abord, il y a un soulagement des différents homologues de l'OTAN, par exemple de l'Allemagne, où le chancelier Scholz a dit très clairement qu'il était plutôt rassuré par ce qui se passait. Donc je pense que nos partenaires ont le sentiment qu'ils ont échappé, entre guillemets, à la solution la plus critique, qui était une arrivée du RN au pouvoir, et que maintenant ils attendent de voir. Ce qui est vrai, c'est que cette absence de gouvernement, ce flou concernant ce que va être le pouvoir exécutif en France, ça affaiblit Emmanuel Macron, et c'est entre guillemets dommage pour lui, parce que, comme on l'a dit il y a quelques minutes, les États-Unis sont extrêmement flottants, à la fois à cause de l'état de Biden et de la possibilité de Trump d'arriver au pouvoir, donc ce serait le moment de prendre un leadership alternatif à l'OTAN. La France aurait pu jouer ce rôle-là, et elle n'est pas dans la situation optimale pour le faire aujourd'hui. Voilà, donc conférence de presse, Joe Biden, qu'on va tous observer évidemment à l'aune de ses défaillances lors du premier débat avec Donald Trump. Emmanuel Macron, comment sera-t-il accueilli ? Et puis quand il reviendra... Et il s'exprimera aussi, lui aussi, au sommet de l'OTAN, parce que traditionnellement, le président français donne toujours une conférence de presse. C'était le cas l'année dernière à Vilnius. Ce sera la première occasion de l'entendre sur le résultat de l'élection législative et les conclusions qu'il en tire. Vous pensez qu'il fera ça de Washington ? Écoutez, traditionnellement, il s'exprime, il peut bien sûr... Quand est-ce qu'il va s'adresser aux Français ? Il peut refuser de prendre les questions franco-françaises, mais ça sera difficile, parce que ce moment de conférence de presse, il est rituel, et on peut imaginer que presque toutes les questions porteront là-dessus. Mais vous êtes suisse, vous lui auriez aussi posé une question. D'habitude, je lui pose toujours une question sur la neutralité. Ça a été le cas l'an dernier à Vilnius, parce qu'il y a 2 pays neutres. C'est la première fois que les 2 pays neutres qui ont rallié l'OTAN se trouvent au sommet, puisqu'à la fois la Finlande d'une part et la Suède, ils sont ensemble, alors que l'année dernière, c'était seulement la Suède. C'est toujours